Je venais de terminer une garde de 24 heures, mes mains sentant encore le désinfectant et la sueur des gens que j'avais aidés à rester en vie. En rentrant chez moi, tout ce que je voulais, c'était ouvrir le réfrigérateur pour un peu de lait. Mais ma belle-fille s'est penchée pour me bloquer le passage, ses yeux plus froids qu'une salle d'urgence à 3 heures du matin. « N'ouvre pas le mauvais. Ce frigo est à moi. » Elle a giflé une étiquette rouge vif directement sur ma brique de lait. « Chloé, ne pas toucher. » Derrière elle, Thomas, le fils que j'ai élevé avec des nouilles instantanées pendant mes gardes de nuit, a murmuré. « Maman, à partir de maintenant, s'il te plaît, achète tes propres affaires. » Je me suis figée. Les 2 personnes que j'aimais le plus me parlaient maintenant comme si j'étais une étrangère. Ma belle-fille s'est détournée, sa voix aussi légère que de l'eau glacée sur mon cœur. « Le mois prochain, tu devrais trouver un endroit qui correspond à ton âge. Nous avons besoin de calme. » La maison que j'ai achetée avec d'innombrables gardes de nuit m'a soudain semblé étrangère. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas discuté. J'ai juste senti quelque chose tomber et se briser dans ma poitrine. Je suis allée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai ouvert le coffre-fort. L'acte de propriété de la maison, le livret d'épargne, le testament provisoire, tout était intact. J'ai souri faiblement. Il me croit faible. Très bien. Dans quelques semaines, elle me suppliera d'ouvrir cette porte de réfrigérateur. Et quand ce jour viendra, je serai la seule à détenir la clé de cette maison. Mon nom est Marianne Leclerc, 67 ans, infirmière aux urgences avec plus de 40 ans de service à l'hôpital Saint-Louis de Tours. J'ai vu des gens lutter avec la vie et la mort et j'ai appris à rester calme au milieu du chaos. Mais je n'aurais jamais imaginé que la pire douleur ne viendrait pas des urgences. Elle viendrait de ma propre cuisine. J'avais l'habitude de croire qu'après la mort de mon mari François dans un accident de chantier, chaque sacrifice en valait la peine. Thomas, le garçon maigre et asthmatique, a grandi et a fondé sa propre famille. Je voulais juste les aider à bien démarrer, partager mon toit pour qu'ils puissent économiser et construire un rêve. Mais maintenant, cette maison est l'endroit d'où l'on me pousse à partir. La fatigue de ma longue garde semblait s'être évaporée, remplacée par une clarté glaciale et douloureuse. Chaque détail de la scène se rejouait dans mon esprit. Le geste sec de Chloé, posant l'étiquette, le rouge criard du marqueur sur le blanc immaculé de la brique de lait, le regard fuyant de Thomas, ce fils pour qui j'avais tout donné. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le vieux parquet en chêne craquant doucement sous mon poids. Ce son familier, qui m'avait toujours rassurée, sonnait maintenant comme un avertissement. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts tremblant légèrement. J'ai pris des photos. L'étiquette rouge sur le lait, sur le beurre, même sur une orange dans le réfrigérateur. Chloé, ne pas toucher. Des lettres inclinées et désordonnées, comme si elles marquaient son territoire. J'ai tout sauvegardé, non pas par vengeance, mais parce que mon instinct, affûté par des décennies de diagnostics rapides et de décisions vitales, me disait que j'aurais besoin de preuves. De la cuisine, j'ai entendu la voix de Chloé, faussement enjouée. « Marianne, la prochaine fois, n'oublie pas d'acheter tes propres affaires. Les gens paient pour ce qu'ils utilisent. Plus de « maman », plus de « Madame Leclerc ». Juste « Marianne », sec et vide, comme si j'étais une simple locataire. J'ai répondu doucement « D'accord ». Ma réponse était aussi faible qu'un souffle, mais à l'intérieur, quelque chose changeait, lentement, sûrement, et brûlait. Ce n'était plus seulement de la tristesse. C'était une flamme de résolution qui commençait à vaciller dans les ruines de mon cœur brisé. Je savais que cette bataille ne se gagnerait pas avec des larmes ou des cris, mais avec la même patience et la même précision que j'utilisais pour poser une perfusion sur une veine fragile. Ce soir-là,
Assise sur mon lit, les souvenirs affluaient, non pas pour me tourmenter, mais pour me fortifier. Je me suis revue 20 ans plus tôt, tenant un Thomas fiévreux dans mes bras pendant une crise d'asthme brutale, courant sous la pluie pour emprunter de l'argent pour ses médicaments. Je me suis souvenue des 3 mois passés à ne manger que des nouilles instantanées pour rembourser les traites de cette petite maison, la maison qui abritait maintenant le couple et mon humiliation. J'avais toujours pensé que le bonheur de mon fils suffisait. Mais l'amour d'une mère est-il destiné à être piétiné de la sorte? Vers 20 h, Chloé a appelé depuis le salon, sa voix portant clairement jusqu'à ma chambre. « Maman, je fais un steak ce soir. Oh, et je pense à vendre ton 4x4. L'argent pourrait nous aider à partir à Biarritz le mois prochain. » Je suis sortie de ma chambre et je l'ai vue dans la lumière chaude de la cuisine, remuant la poêle comme si elle venait de dire la chose la plus ordinaire du monde. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement souri, un sourire fin qui ne trahissait rien de la tempête en moi, et je suis retournée dans mon bureau. J'ai fermé la porte à clé, ouvert le coffre-fort et vérifié chaque papier une nouvelle fois. L'acte de propriété était à mon nom. Les comptes d'épargne, les comptes de retraite, le testament provisoire, tout était intact et en sécurité. J'ai refermé le coffre, le clic métallique résonnant comme une promesse silencieuse. À partir de maintenant, personne ne toucherait à ce que j'avais construit. Au dîner, l'ambiance était lourde malgré les efforts de Chloé pour la rendre légère. Elle a mis la table avec les belles assiettes, celles que nous ne sortions que pour les occasions, et a appelé Thomas. Je me suis assise en silence, écoutant leurs conversations sur des voyages et des projets somptueux, comme si l'argent tombait du ciel. Thomas a jeté un regard vers moi et a dit doucement : « Maman, Chloé et moi essayons de créer un peu d'intimité. Peut-être que tu devrais envisager de louer un endroit plus calme et plus confortable pour ton âge. » L'intimité, ai-je répété, ma voix sonnant comme celle de quelqu'un d'autre, une voix que je ne reconnaissais pas, dépouillée de toute chaleur. Il a évité mes yeux et a regardé Chloé. Elle a affiché un sourire triomphant, a piqué son steak et a mâché lentement, comme une chirurgienne qui vient de réussir une opération parfaite. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle en silence. L'eau chaude coulait sur mes mains gercées, et j'ai pensé au nombre de fois où ces mains avaient tenu des mourants en leur disant « Tout va bien se passer ». Ce soir, j'avais besoin de ces mots plus que quiconque. La nuit est tombée, la maison est devenue silencieuse. Allongée dans mon lit, j'écoutais le vent contre la fenêtre. Puis, un petit bruit m'a fait ouvrir les yeux. Le déchirement d'un ruban adhésif. Je suis sortie doucement dans le couloir et j'ai jeté un coup d'œil dans la cuisine. Chloé était là, en nuisette de soie, décollant méticuleusement de vieilles étiquettes et en collant de nouvelles sur les casseroles, les poêles et les assiettes. Chaque bruit sec du ruban adhésif me semblait lacérer ma peau. Je suis retournée dans ma chambre, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un petit carnet. Sur la première page, j'ai écrit « Journal à partir d'aujourd'hui ». Tout ce qu'ils disent et font, je le consignerai. Non pas pour la vengeance, mais pour protéger la vérité. C'était la première étape. J'ai ensuite envoyé un texto à Nora Martin, mon amie infirmière de longue date. « Nora, peux-tu échanger tes gardes avec moi la semaine prochaine ? J'ai besoin de 2 jours de libre pour des affaires familiales. » Nora a répondu presque immédiatement. « Bien sûr, Marianne. Est-ce que ça va ?» J'ai fixé le message, les lèvres serrées. « Pas encore, mais bientôt. » Avant de m'endormir, j'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti une vieille chemise de Thomas, le petit t-shirt de super-héros que j'avais gardé de ses 8 ans. Je l'ai pressé contre ma poitrine. Les larmes ont monté, mais ne sont pas tombées. « Mon fils, je t'ai protégé toute ta vie, » ai-je murmuré. Peut-être qu'il est temps que je me protège moi-même. La veilleuse projetait une douce lueur dorée sur le mur.
Dehors, le vent sifflait à travers les chênes. J'ai vérifié l'horloge. L'aiguille des heures venait de toucher minuit. À cet instant, je pouvais voir le chemin que j'allais emprunter. Le silence ce soir, une contre-attaque, résonnait demain. Je me suis parlé à moi-même comme un vœu. Le silence de ce soir est le levier de demain. Puis, j'ai éteint la lumière et je me suis allongé, mes mains sentant toujours le désinfectant, mon cœur lourd. Mais au milieu de cette douleur, une petite flamme vacillait, faible mais tenace. Si j'ai survécu à des centaines de gardes où la vie et la mort se côtoyaient, je survivrai à cette maison. Le lendemain matin, la lumière du soleil de la Loire filtrait à travers la fenêtre de la cuisine. Je me suis dirigée vers la salle de bain pour me laver les cheveux et je me suis arrêtée net. Sur la bouteille de shampoing que j'utilisais depuis des années, il y avait une petite bande de ruban adhésif rose. En lettres soignées au marqueur, Chloé, ne pas partager. J'ai regardé l'étagère à serviettes, les rouleaux de papier essuie-tout et la lessive portaient les mêmes étiquettes. Même le distributeur de savon pour les mains était entouré d'une note estampillée « Propriété de Chloé ». Elle se tenait dans la cuisine, les cheveux en chignon, un café à la main, souriant finement. Je veux juste éviter toute confusion, tu sais. Chacun paie pour ce qu'il utilise, ça me semble juste. J'ai regardé autour de moi, dans ma propre maison. L'évier, les placards, l'étagère de la salle de bain, tout semblait étiqueté comme un territoire conquis. La seule chose qui manquait était son nom collé sur l'air que je respirais. Je n'ai pas répondu. J'ai versé un verre d'eau, je l'ai bu d'un trait et je suis sortie directement dans le jardin. La lumière matinale ne suffisait pas à chasser le froid qui m'habitait. Thomas était assis à la table, sirotant un café de la machine que j'avais achetée l'année dernière. Celle dont Chloé avait dit un jour qu'elle était réservée aux invités. Maintenant, une étiquette rouge était collée sur le côté. Propriété de Chloé. J'ai regardé mon fils, espérant qu'il verrait quelque chose d'anormal. Thomas a simplement haussé les épaules, aussi détaché que s'il regardait les nuages passer. « Je pense que tu surréagis, maman, » a-t-il dit d'un ton las. « Ce ne sont que des étiquettes. Ce n'est pas grave. » J'ai posé ma tasse, la céramique tapant doucement sur le bois. « Thomas, ai-je demandé lentement. Depuis quand ai-je besoin d'une permission pour utiliser mes propres affaires dans ma propre maison? Il n'a pas voulu croiser mon regard. Chloé veut juste de la clarté. Tu sais comment elle est, organisée. Elle aime que tout soit bien rangé. J'ai souri, le sourire de quelqu'un qui voit déjà la fissure dans le mur. Organisée, ai-je dit. Tu as raison. Mais parfois, les gens étiquettent les choses pour se les approprier, pas pour les ranger. Thomas est resté silencieux. Je me suis détournée et n'ai rien dit de plus. À midi, quand Chloé est partie travailler, j'ai rassemblé les ordures de la cuisine pour les sortir. En soulevant le couvercle de la poubelle, je me suis figée. À l'intérieur se trouvait le sac de courses que j'avais fait la veille. Du lait, des œufs, des légumes, tout était non ouvert, jeté en vrac. Sur le sac, en gros marqueur noir, périmé, dangereux. J'ai vérifié le lait. La date de péremption était dans une semaine. La salade était encore verte, les œufs intacts. Non pas périmés, mais délibérément jetés. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris des photos de tout. Ce que je ressentais n'était plus de la douleur. C'était du froid. Un froid comme celui d'une salle d'opération aux premières heures du matin, quand on se prépare à opérer. Sauf que cette fois, la chose qu'on était en train d'exciser d'une vie, c'était moi. Cet après-midi-là, j'ai pris une petite clé USB, fine comme une pièce de monnaie, et je l'ai enterrée dans le pot de fleurs sur l'étagère de la cuisine. Elle contenait toutes mes photos, enregistrements et reçus, chaque preuve des étiquettes
qu'ils avaient collé sur ma vie. Je ne savais pas exactement comment je l'utiliserais, mais je savais une chose. Si jamais la vérité était déformée, cette clé USB parlerait pour moi. Vers le soir, alors que je commençais à préparer le dîner, Chloé est entrée, ses talons claquant sèchement sur le bois. « Marianne, » dit-elle fort, « il faut être clair. Celui qui paie décide. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je travaille toute la journée. Je ne peux pas tout couvrir. » Je me suis retournée et l'ai regardée droit dans les yeux. « Alors, dis-moi qui a payé l'électricité, l'eau et Internet ces 3 derniers mois. » Elle a froncé les sourcils, mais a gardé son ton mielleux. « Tu oublies que nous vivons tous ensemble. » J'ai seulement souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'entendais l'assurance de quelqu'un qui ne sait pas où elle met les pieds. Après qu'elle soit montée, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti la pile de factures. Électricité, eau, Internet, toutes au nom de Marianne Leclerc. J'ai commencé à compter. Près de 420 € par mois, 3 mois d'affilée, tout prélevé sur mon compte. J'ai noté les totaux dans mon carnet et j'ai tracé une ligne rouge sous la question « Qui est le vrai payeur ?» Ce soir-là, en sortant les poubelles, j'ai croisé Madame Fournier, ma voisine depuis plus de 10 ans. Elle arrosait ses rosiers et m'a regardée avec une sympathie prudente. « Marianne, » dit-elle doucement, « je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai entendu Chloé dire à quelqu'un qu'elle allait te placer en maison de retraite parce que c'est plus propre et plus facile à gérer. » Je suis restée immobile, ma main se resserrant sur le sac poubelle. « Elle a vraiment dit ça ?» Elle a hoché la tête, un peu hésitante. « Je pensais que tu devais savoir. Les jeunes oublient que nous avons encore le droit de décider. » Je l'ai remerciée. J'ai essayé de sourire, mais ma poitrine me semblait aussi vide que le sac poubelle que je venais de laisser tomber. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre, la lumière du lampadaire filtrant à travers les fins rideaux. Thomas et Chloé dormaient, mais le parfum de Chloé persistait dans la maison, froid et écœurant, comme quelque chose de faux. J'ai fait défiler mes anciens messages et je suis tombée sur celui de Nora Martin. « Marianne, tu devrais rencontrer mon amie, Maître Élise Dubois. Elle s'occupe des droits des propriétaires et de l'occupation illégale. » J'ai tapé rapidement. « Élise, c'est Marianne Leclerc, une amie de Nora Martin. J'ai besoin de vous rencontrer concernant une affaire de droit de propriété et d'occupation. » Après avoir appuyé sur « Envoyer », j'ai fixé l'écran un long moment. Non pas parce que j'hésitais, mais parce que je savais que la vraie partie commençait maintenant. Vers minuit, j'ai allumé la lumière du salon. La maison était si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge. Je me suis agenouillée, j'ai retiré le petit tapis sous la table basse et j'ai soulevé la section du plancher que j'avais aménagée des années auparavant pour les papiers importants. En dessous se trouvait un compartiment caché, enveloppé dans du plastique étanche. J'ai pris tous les originaux, actes de propriété, assurance, livrets de banque, et je les ai mis à l'intérieur. Je n'ai laissé que des copies et des papiers sans importance dans le coffre-fort. J'ai refermé la trappe et remis le tapis en place. Le clic sec du bois était ferme et définitif. En me relevant, j'ai regardé la pièce. Chaque coin, chaque ampoule, chaque objet était encore à moi, même si quelqu'un d'autre essayait de coller son nom sur chaque cuillère. J'ai expiré lentement et j'ai murmuré pour moi-même. « Vous voulez vous emparer de tout ? Je vais vous montrer comment une prise de contrôle en douceur se transforme en une contre-attaque en force. » Dehors, le vent de la nuit faisait bruisser les chênes, les feuilles tapant contre la fenêtre comme un avertissement. Mais je n'avais plus peur. J'ai vécu 4 décennies de sirènes d'ambulance.
J'ai vu la vie glisser entre mes doigts et je suis toujours restée debout. Une femme comme moi, qui a redonné le souffle à tant de gens, ne se laissera pas expulser de sa propre maison par quelques étiquettes. J'ai éteint la lumière et je suis retournée dans ma chambre, étrangement calme. Demain, je rencontrerai maître Élise Dubois. Ce soir, j'écrirai une phrase dans mon carnet pour m'en souvenir. Quand quelqu'un colle « ne pas toucher » sur mes affaires, il vient de toucher la dernière limite de ma patience. J'ai fermé le carnet, posé le stylo et souri. Dehors, il faisait encore noir, mais je savais que le matin viendrait, et cette fois, la lumière serait de mon côté. Le lendemain matin, la maison était d'un silence de plomb. Chloé était partie tôt. Thomas dormait encore. J'ai profité de l'occasion pour ranger le salon, une habitude que j'avais conservée, même si plus personne ne m'en remerciait. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux sur la table basse où Thomas avait laissé son ordinateur portable et un désordre de papier. Je n'allais que dépoussiérer, mais en tirant le tiroir, un petit bruit de blocage m'a arrêté. Quelque chose était coincé. J'ai penché la tête et j'ai tiré plus fort. Le tiroir s'est ouvert à moitié, révélant une liasse de papier fourré à la hâte. Sur le dessus, il y avait une pile de reçus d'hôtels, de restaurants et de boutiques de mode à Paris et à Lyon. Les montants, 620 €, 980 € et même 2300 € dans une bijouterie, tous au nom de Thomas Leclerc, signé par lui. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Le salaire de Thomas ne pouvait pas couvrir de telles dépenses. Je me suis assise et j'ai trié soigneusement chaque feuille. Dans la pile, j'ai trouvé une reconnaissance de dette manuscrite sur un papier jauni avec nos 2 signatures. Thomas Leclerc emprunte 35 000 € à Marianne Leclerc pour l'ouverture d'un garage automobile. Durée de remboursement, 24 mois à compter de juin 2022. Le coin du papier portait encore l'empreinte du stylo à billes du jour où j'avais signé, ma main tremblant d'émotion. Je m'en souvenais clairement. C'était l'anniversaire de Thomas, son étreinte. Je te rendrai fière, maman. J'avais liquidé une partie de ma retraite en avance pour l'aider. 2 ans plus tard, le garage n'avait jamais ouvert et l'argent n'était jamais revenu. J'ai serré le papier, puis je l'ai lissé sur la table. Juste en dessous, un prospectus brillant pour un appartement de luxe en centre-ville avec un cercle rouge autour de la mention. À compte une fois la maison de maman vendue. J'ai fixé cette ligne. L'air de la pièce se raréfiant. À côté, une conversation par SMS imprimée. Chloé avait dû l'imprimer pour élaborer une stratégie avec Thomas. Chloé. Ne la brusque pas trop. Laisse-la se sentir à l'étroit. Et puis, le transfert se fera. Plus elle se bat, plus elle devient méfiante. Thomas. Je sais, mais elle semble soupçonneuse. Chloé. Laisse-moi faire. Une vieille infirmière ne s'accrochera pas à une maison quand plus personne n'a besoin d'elle. J'ai mis une main sur ma poitrine pour calmer ma respiration. Chaque mot était comme une lame froide. Je les ai relus, espérant m'être trompée. Mais non, mon fils avait planifié avec sa femme comment évincer sa propre mère de sa maison. Je me suis penchée en arrière et j'ai regardé le plafond. La lumière de midi blanchissait tout. Dans ma tête, une petite voix. « Ne perds pas ton sang-froid, Marianne. Ne les laisse pas te voir craquer. » J'ai pris mon téléphone, j'ai photographié chaque page, chaque ligne. Puis, j'ai tout remis, exactement en place, aussi soigneusement que si je n'y avais jamais touché. Avant de refermer le tiroir, j'ai vu une enveloppe blanche non cachetée dans le coin. Je l'ai ouverte délicatement. 2 cartons d'invitation pour un dîner pour 2 dans un restaurant haut de gamme. Pas besoin de deviner qui étaient les 2 invités. Je me suis levée, j'ai refermé le tiroir. Mes mains
était une froide. Mais, étrangement, elle ne tremblait pas. La douleur aiguë dans ma poitrine était toujours là, mais elle ne m'abattait pas. Elle me poussait à me tenir droite. Je suis sortie sur le porche et j'ai pris une longue inspiration. Les chênes en face se balançaient, leurs feuilles chuchotant, le soleil mouchetant les marches. Je me suis souvenue du jour où Thomas a emménagé avec Chloé. Ils avaient dit qu'ils voulaient m'aider à me sentir moins seule, que ma maison était trop grande, gaspillée pour une seule personne. Je les avais crus. J'avais ouvert ma porte, mon cœur et mon compte en banque. Et maintenant, les personnes même que j'avais accueillies voulaient me fermer la porte au nez. Vers midi, j'ai appelé maître Élise Dubois, celle que Nora avait mentionnée. Sa voix au téléphone était légère, mais ferme, le calme de quelqu'un habitué aux conflits de propriétés familiaux. « Madame Leclerc », a dit Élise, « la chose la plus importante maintenant est de rester calme et de garder vos preuves en sécurité. Ne les confrontez pas. Ne dites rien qui pourrait les alerter. » J'ai tout photographié, ai-je dit. Les SMS, les reçus, la reconnaissance de dette. Bien. Sauvegardez-les à plusieurs endroits. Si vous pouvez m'envoyer des copies par email sécurisé. Nous nous rencontrerons demain à 9h dans mon bureau. Sa voix me rassurait. Élise, ai-je dit doucement. Ce sont mon fils et ma belle-fille. Je ne veux pas détruire leur vie. Madame Leclerc, a-t-elle fait une pause. Parfois, se protéger n'est pas de la vengeance. C'est empêcher les gens de faire pire, surtout quand ils utilisent votre confiance comme un outil. Je suis restée silencieuse un moment. Vous avez raison, ai-je dit. Merci, Élise, je serai là. Cet après-midi-là, j'ai sorti mon vieux carnet et je l'ai ouvert à la première page blanche. Sur les lignes pâles, j'ai écrit en lettres petites mais fermes. Plan de prise de contrôle en douceur. Début. En dessous, j'ai listé des points. 1. Étiquette sur le frigo pour s'approprier l'usage. 2. Nourriture jetée pour me faire sentir que je n'appartiens pas ici. 3. Argent, dépenses personnelles, vieille dette non remboursée. 4. Langage, Marianne, au lieu de maman. 5. Objectif, me pousser à partir volontairement. J'ai fixé ces lignes un long moment. Le visage de Chloé m'est apparu, appuyé contre le réfrigérateur, son rouge à lèvres sombre, ses yeux méprisants. Peut-être qu'elle pense que je suis une vieille femme fragile, facile à diriger comme une patiente qu'on place proprement en maison de retraite. Elle avait tort. Je suis celle qui a tenu la vie des gens entre ses mains, d'une main ferme et parfois couverte de sang, et qui a toujours pris des décisions. Si j'ai survécu à ça, je survivrai à son petit jeu. Ce soir-là, Chloé est rentrée tard. J'ai entendu ses talons sur le sol, son rire léger alors qu'elle appelait quelqu'un. Oui, la semaine prochaine. Il a dit qu'il garderait l'appartement si nous concluons rapidement. Je me tenais dans ma chambre, écoutant et luttant pour y croire. Cet appartement, exactement celui du prospectus avec le cercle rouge. Je ne l'ai pas confronté. J'ai enregistré l'appel discrètement. Puis, j'ai posé mon téléphone. Alors qu'elle montait, j'ai sorti la clé USB du pot de fleurs, j'ai sauvegardé toutes les nouvelles photos et l'audio, et je l'ai remise en place. Je l'ai entendu rire avec Thomas dans leur chambre. Le rire de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné. Ce qu'il ne savait-il pas, c'est que le vrai combat n'avait même pas commencé. Tard cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit avec une tasse de verveine. J'ai regardé mes mains, celles qui avaient tenu des instruments chirurgicaux et veillé sur tant de vies, tremblant maintenant à cause de mon propre fils. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri légèrement.
non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que je savais que j'avais encore la force de riposter. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Élise. J'ai des preuves claires. Je viendrai demain matin. Elle a répondu brièvement. Bien. Ne leur faites pas savoir que vous m'avez contacté. Dormez un peu, Madame Leclerc. Demain sera une longue journée. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la pièce silencieuse. Dehors, le vent de la nuit faisait doucement bouger le rideau. J'ai touché mon carnet où les mots « plan de prise de contrôle en douceur » étaient encore frais. Mon cœur me faisait encore mal, mais mes mains avaient cessé de trembler. J'ai allumé la petite lampe et j'ai écrit une dernière ligne. Demain matin, rendez-vous avec maître Élise Dubois. 9h. Ce sera le point de départ. J'ai fermé le carnet, je l'ai posé près de mon oreiller et je me suis allongée. L'horloge en moi battait régulièrement. Plus rien ne semblait chaotique, seulement un silence constant. Ils pensent que je suis juste une gentille vieille femme, facile à écarter comme un vieux bibelot. Mais ils apprendront bientôt qu'en moi se trouve encore une infirmière qui a combattu la mort et qui n'a jamais perdu. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'obscurité m'envelopper. Demain, tout commence. Et cette fois, c'est moi qui suis aux commandes. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. La lumière du soleil de la Loire filtrait à travers le rideau, pâle comme du vieux papier. Je me suis préparé une tasse de café noir, je l'ai bu en silence, puis j'ai choisi le manteau marron que mon mari aimait tant. La seule chose qui me stabilisait dans le chaos. Aujourd'hui, je devais rencontrer maître Élise Dubois, la personne dont Nora avait dit « Elle te fera retrouver tes limites ». Je suis arrivée au cabinet juste avant 9h. Une petite plaque indiquait « Élise Dubois, avocate au barreau, droit immobilier et de la famille ». Pas de luxe, juste une pièce soignée qui sentait le café fort et où les étagères étaient remplies de volumes du Code civil. L'odeur du papier, de l'encre et du café se mélangeait, et j'avais l'impression d'entrer dans une salle d'opération où l'on ne sauve pas des corps, mais la dignité. Élise m'a accueillie avec un léger sourire. Elle devait avoir la quarantaine, les cheveux noirs attachés en arrière, des lunettes à monture argentée. Sa voix était basse et claire. « Veuillez vous asseoir, Madame Leclerc. » Nora m'a mise au courant brièvement. Commencez par le début. Chaque détail compte. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert le sac de dossiers que j'avais préparé toute la nuit. J'ai disposé chaque élément sur le bureau, dans l'ordre. Les photos des étiquettes sur la nourriture, le shampoing, la machine à café, les clichés de mes courses jetés à la poubelle. Une copie de la reconnaissance de dette de 35 000 € signée par Thomas. Le prospectus de l'appartement de luxe avec la mention « Acompte une fois la maison de maman vendue », entouré. Une impression des messages échangés entre eux deux sur le fait de faire en sorte que maman se sente à l'étroit pour qu'elle transfère. Et enfin, un résumé des dépenses du ménage sur 3 mois, toutes payées depuis mon compte. Élise est restée silencieuse pendant que je parlais, prenant des notes de temps en temps. Quand je suis arrivée au message, ma voix s'est brisée, mais elle ne m'a pas interrompue. Elle a juste poussé une boîte de mouchoirs vers moi. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière et a croisé les doigts. « Madame Leclerc, » dit-elle lentement. « Légalement, ils sont des occupants sans droit ni titre, séjournant sans bail ni propriété. Cela signifie que vous pouvez mettre fin à leur séjour à tout moment, à condition de respecter les exigences de préavis en France. » Je l'ai regardé, m'accrochant à chaque mot. « Donc, je peux leur demander de partir ?» Élise a hoché la tête. « Tout à fait légalement. Et nous le ferons dans les règles de l'art. D'abord, une mise en demeure de quitter les lieux, leur donnant le délai requis pour partir. En même temps,
Nous pouvons exiger le remboursement des 35 000 € plus les intérêts et envisager des dommages et intérêts pour préjudice moral s'ils enveniment la situation. J'ai touché le bord du bureau, sentant le sang circuler plus fort dans mes veines. Pour la première fois depuis des mois, j'entendais des mots qui me faisaient croire que je n'étais pas impuissante. Élise s'est penchée en avant, d'un ton plus doux. Cependant, je veux essayer une autre approche, une approche psychologique. Au lieu de les pousser directement au conflit, nous allons leur faire voir les conséquences s'ils continuent. Je peux leur exposer les risques civils et fiscaux afin qu'ils comprennent que le projet de vendre la maison de maman n'est pas seulement contraire à l'éthique. Il pourrait constituer une infraction pénale. J'ai souri légèrement. Vous prévoyez de leur faire peur ? Élise a répondu calmement. Pas leur faire peur, Madame Leclerc, juste mettre la vérité en pleine lumière et les laisser avoir peur d'eux-mêmes. Je suis restée assise, écoutant chaque mot. La majeure partie de ma vie, j'ai été une observatrice de la patience, des gens, de la douleur. Je savais qu'elle avait raison. Parfois, les gens n'arrêtent pas par gentillesse. Ils arrêtent parce qu'ils craignent le coup. Après avoir réglé les détails, Élise a posé un dossier préimprimé devant moi. C'est l'autorisation pour que je puisse agir en votre nom. Les frais d'ouverture de dossier sont de 1 500 €. Vous pouvez payer maintenant ou par virement. J'ai sorti mon chéquier, j'ai écrit rapidement et j'ai signé. Quand j'ai posé le stylo, ma main était stable, une sensation rare depuis la mort de mon mari. Élise m'a observé un moment, puis a dit « Je veux que vous gardiez tous les documents confidentiels. Ne les laissez pas soupçonner que vous avez engagé un avocat. S'ils l'apprennent, ils pourraient déplacer des actifs ou détruire des preuves. » J'ai hoché la tête. Je comprends. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB et j'ai envoyé des copies à mon amie Nora Martin. Élise a esquissé un bref sourire. Bien, vous avez une longueur d'avance sur moi. Mais s'il vous plaît, soyez prudente. Les gens acculés font des choses imprudentes. Sa voix est devenue grave. Et souvenez-vous, ne discutez jamais seul. S'il s'énerve, quittez la pièce. Laissez-moi gérer toutes les communications juridiques. J'ai croisé son regard. Il y avait une sorte de compréhension rare. Je savais que ce n'était pas seulement un conseil professionnel. C'était un rappel d'une femme à une autre qui avait été sous-estimée. Quand je suis partie, le soleil était au zénith. La brise transportait l'odeur de café d'un café voisin. Je suis restée un instant sur le pas de la porte et j'ai levé les yeux vers le ciel bleu pâle. Quelque chose dans ma poitrine semblait plus léger, comme si la moitié du poids avait été soulevé. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à une petite station-service. Pendant que le réservoir se remplissait, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Une femme aux cheveux argentés avec des rides profondes autour des yeux. Mais un regard plus clair que jamais. Je réalisais que je me retrouvais. J'ai conduit lentement à travers la banlieue, sous des rangées de chênes. Chaque maison que je passais me rappelait de petites familles, des rires au dîner, des odeurs de pâtisserie. Ma maison, que j'appelais autrefois un nid, ressemblait maintenant à un champ de bataille silencieux. Mais cette fois, je n'y entrerai pas comme quelqu'un qu'on pousse dehors. J'y entrerai en tant que propriétaire légitime. En arrivant dans l'allée, j'ai vu Chloé par la fenêtre, au téléphone, son visage crispé par la lumière du soleil. Je ne pouvais pas l'entendre, mais d'après ses lèvres, je pouvais deviner les mots familiers. Vendre la maison. Je suis entrée calmement et j'ai salué brièvement. Bonjour. Elle s'est retournée, a forcé un sourire. Où étais-tu ? Je pensais que tu avais une garde ce matin. J'ai pris ma journée, ai-je dit d'un ton égal. J'avais quelques affaires à régler. Elle m'a observé, un soupçon de méfiance dans les yeux. J'ai seulement souri et je suis montée directement.
Dans ma chambre, j'ai ouvert mon carnet à une nouvelle page. La première ligne que j'ai écrite: la justice commence par un seul mot, le courage. Je suis restée assise là un long moment, regardant mon écriture. Dehors, la circulation bourdonnait au loin, mais à l'intérieur, tout était paisible. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cela. Non pas la paix de la résignation, mais la paix de quelqu'un qui prépare une contre-attaque. J'ai envoyé un court SMS à Nora. Nora, s'il arrive quelque chose, tu es la deuxième gardienne des dossiers, d'accord? Elle a répondu presque instantanément. Compte sur moi. Je suis là, Marianne. J'ai posé le téléphone et je me suis adossée à la chaise. L'odeur de café persistait sur mon manteau, me rappelant la matinée chez Élise, où, pour la première fois depuis des mois, je m'étais sentie entendue. En fin d'après-midi, le coucher de soleil a baigné la fenêtre d'or rose. Je suis sortie sur le porche et je me suis assise dans le vieux fauteuil à bascule de mon mari. Dans l'air calme, j'entendais le vent dans les feuilles et les enfants qui jouaient au ballon à côté. J'ai siroté ma tisane, la chaleur se propageant lentement en moi. Demain, Élise commencerait à rédiger la mise en demeure. Je savais que la route ne serait pas facile, mais au moins, j'avais fait les premiers pas sur mes propres pieds. Fini les pleurs en silence. Fini l'attente d'un sauvetage. J'ai souri. Le premier vrai sourire depuis des semaines d'humiliation, car j'avais enfin compris quelque chose de simple qui avait mis toute une vie à apprendre. Personne ne me protège mieux que moi-même. Ce soir-là, la pluie est arrivée de nulle part. La première tempête de mai, mouchetant le jardin, les lumières de la rue scintillant sur le béton mouillé. J'étais sur le point de me faire une tisane quand j'ai entendu une voiture à la grille. Un SUV noir brillant s'est arrêté sur le trottoir. Les portes se sont ouvertes et j'ai vu les parents de Chloé, monsieur et madame Bertrand, sortir, dignes, habillés comme s'ils se rendaient à une réunion de conseil d'administration. Chloé a suivi, le bras nonchalamment drapé autour de l'épaule de Thomas, la voix douce comme du sirop. « Maman, mes parents veulent passer pour une petite discussion ce soir. » J'ai vérifié l'heure. 19h48. Pas de rendez-vous, pas de préavis. J'ai seulement hoché légèrement la tête. « D'accord, » ai-je dit. « Entrez. » Madame Bertrand a souri poliment, ses yeux balayant le salon comme si elle inspectait une propriété à acheter. Monsieur Bertrand, grand, les cheveux argentés coupés net, s'est assis et a parlé tout de suite. « Marianne, nous ne sommes pas ici pour juger. Nous sommes ici pour parler comme des adultes. » J'ai versé de la tisane et j'ai distribué les tasses. « Je préfère aussi les conversations franches, » ai-je dit d'un ton égal. Chloé s'est assise près de Thomas, les doigts entrelacés, les yeux brillants de calcul. Je savais qu'elle avait préparé un scénario. « Marianne » a commencé madame Bertrand. « Nous savons que vivre avec des jeunes peut être difficile, surtout entre générations. Mais peut-être devriez-vous envisager une option plus confortable. » Elle a fait une pause pour une gorgée, puis a souri. « Une résidence pour seniors haut de gamme. Des infirmières, des médecins, des soignants attentifs. Très bon pour la santé des seniors. » Je suis restée silencieuse, les regardant chacun leur tour. « Et cette maison ?» ai-je demandé lentement. Chloé a sauté sur l'occasion, comme si elle attendait. « Thomas et moi resterons. Nous pouvons la gérer. L'entretien, les réparations, garder les choses en ordre. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. Juste te reposer. » « Qui paie pour l'entretien? Les impôts, l'assurance ?» ai-je demandé doucement, presque dans un murmure. Personne n'a répondu. Le regard de Thomas a glissé directement vers Chloé. Madame Bertrand s'est tamponné le front avec un mouchoir. Monsieur Bertrand a eu une petite toux polie. Laissons les enfants gérer ça. Chloé a coupé court. Tu sais, ces coûts ne sont pas si élevés. Ce qui compte, c'est ta tranquillité
et le fait d'avoir des soins. J'ai souri légèrement. La tranquillité, ai-je répété. Oui, j'aime aussi la tranquillité. Je me suis levée pour remplir la théière. En le faisant, j'ai subtilement appuyé sur le bouton d'enregistrement de ma montre connectée, celle que je porte pendant mes gardes. J'ai gardé ma voix égale, délibérément plus claire. Donc, ce que vous suggérez, c'est que je quitte cette maison pour une résidence pour seniors, et que vous deux restiez pour la gérer. Ai-je bien compris? La pièce est restée suspendue un instant. Chloé a pincé les lèvres. Madame Bertrand a penché la tête, la voix douce comme du sucre, avec du poison en dessous. Marianne, personne ne te force. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. À ton âge, prendre soin de soi est la priorité. Cette phrase a résonné dans ma tête, plus froide que la pluie dehors. J'ai hoché la tête, j'ai servi plus de tisane à tout le monde, et j'ai dit lentement « Merci, je vais y réfléchir ». Ces 3 mots ont détendu l'atmosphère. Chloé a semblé soulagée, comme si elle pensait que je cédais. Thomas est resté silencieux, se tordant les mains. Chaque fois qu'il semblait sur le point de parler, il s'arrêtait. Chaque fois que je le regardais, ses yeux baissés. Monsieur Bertrand a posé ses mains sur ses genoux, restant courtois. « Vous savez, ma fille ne veut que vous aider. Elle s'inquiète que vous soyez seul et fatigué. Les résidences pour seniors sont modernes maintenant. Il y a une piscine, des jardins. Vous aimerez ça. » J'ai souri. J'en suis sûre. Mais la question est, qui se soucie vraiment de ma santé? Personne n'a répondu. Seule l'horloge murale rythmait l'air épais. J'ai regardé chaque visage et j'ai vu les fissures se former dans leur patience. Finalement, je me suis levée et j'ai posé la théière doucement. « Il se fait tard. Merci d'être passé. Je vais réfléchir à votre suggestion. » Ils se sont levés, ont rassemblé leurs sacs, parlant toujours poliment. Mais quand Chloé a atteint la porte, j'ai vu ses yeux, froids, vifs comme quelqu'un qui vient de placer une pièce d'échec parfaitement. Quand la porte s'est refermée, la maison est tombée dans le silence. Seule la pluie sur le porche s'estompait. Je suis allée dans la cuisine et j'ai regardé autour de moi. Les étiquettes rouges étaient toujours collées sur les couvercles des casseroles, les pots d'épices, la machine à café. Je suis restée immobile un instant, puis j'ai levé la main et je les ai décollées. 1, 2, 3. Le papier se déchirait doucement dans le silence. Je les ai toutes enlevées, du réfrigérateur aux étagères, effaçant toute trace de cette prise de contrôle en douceur qu'ils avaient mise en scène. Quand j'ai retiré la dernière de la marmite en acier inoxydable, une étrange sensation s'est répandue dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la joie, mais un retour, une reprise de ce qui était déjà à moi. J'ai mis les étiquettes dans un petit sac poubelle, je l'ai bien noué et je l'ai jeté dehors. La pluie était encore légère, le vent frais, mais une petite flamme constante brûlait en moi. De retour à la table, j'ai pris mon téléphone. Élise avait envoyé un SMS. Le notaire a un créneau samedi matin, 10h. Je l'ai réservé si vous êtes d'accord. J'ai répondu « Je serai là » et j'ai enregistré la conversation de ce soir. Quelques secondes plus tard, Élise a écrit « Bien, ne supprimez rien. Plus il parle, mieux c'est pour nous. » J'ai rangé le téléphone et j'ai de nouveau regardé la cuisine. Plus d'étiquettes rouges, plus de « Chloé, ne pas toucher ». Tout semblait pareil, propre, calme, mais la sensation était complètement différente, réappropriée. L'horloge de la cuisinière a affiché 23h59. La maison dormait. Je me suis dirigée vers le nouveau réfrigérateur, celui que Chloé appelait le sien,
et j'ai posé ma main sur la porte brillante. Je l'ai ouvert, j'ai vérifié chaque étagère, puis j'ai tourné la petite clé cachée dans ma manche et je l'ai verrouillée. Le petit clic sec était doux, mais suffisant pour me faire sourire. La porte fermée me renvoyait mon reflet. Une femme autrefois humiliée dans sa propre cuisine, se tenant maintenant droite, calme, avec la clé à la main. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit la dernière ligne de la journée. Ils veulent parler comme des adultes. Très bien. À partir de maintenant, j'agirai comme une adulte qui connaît la loi, qui connaît les limites et qui sait quand fermer la porte à clé. J'ai posé le stylo et j'ai écouté le vent à la fenêtre. Au bout du couloir, Thomas bougeait dans son sommeil et Chloé rêvait probablement d'un appartement de luxe qui n'existe pas. Il ne savait pas que le jeu avait changé de camp. Et ce soir, la personne vraiment en contrôle, c'était moi. J'ai éteint la lumière de la cuisine et j'ai marché lentement vers ma chambre. La pluie continuait de tomber, régulière et douce. Dans le noir, j'ai ressenti le calme d'une première petite victoire. Non pas sur eux, mais sur ma propre peur. Samedi matin, je rencontrerai le notaire et commencerai la partie juridique de ce voyage. Ce soir, je m'autoriserai un luxe que je n'avais pas osé depuis longtemps. Une bonne nuit de sommeil. 3 jours après la réunion de famille, Nora m'a appelée. Sa voix était un mélange d'urgence et de fermeté. « Marianne, j'ai parlé à un ami, un expert comptable judiciaire qui travaillait pour le fisc. Envoie-lui les captures d'écran des comptes que tu as copiés de l'ordinateur de Thomas. Il les examinera attentivement et gardera ton anonymat. » J'ai hésité. Une partie de moi voulait arrêter, garder cela à un niveau civil. Mais l'autre partie, celle qui avait vu mon fils changer et avait été humiliée dans sa propre cuisine, savait qu'il était temps d'apprendre la vérité, aussi sale soit-elle. J'ai envoyé les fichiers via l'email sécurisé qu'Élise avait mis en place. 3 jours plus tard, le rapport est revenu. Je l'ai ouvert et j'ai lu lentement, ligne par ligne. Dans les transactions de Thomas, il y avait des dépôts récurrents d'une source appelée Agence de conseil Sable, exactement à 14 jours d'intervalle, chacun de 2 800 €. L'expert comptable avait écrit brièvement « Cette agence n'existe pas dans la base de données fiscale, probablement une société écran émettant de fausses factures pour du blanchiment d'argent ou de l'évasion fiscale. En cas de contrôle, le bénéficiaire est directement responsable. » Je suis restée immobile. La pièce semblait rétrécir, l'air lourd de la culpabilité de mon fils. Je l'ai relu, espérant que mes yeux se trompaient. Mais non, les chiffres étaient irréels, froids et impardonnables. Je me suis penchée en arrière, les mains sur le visage, la colère et la pitié mêlées dans ma gorge. J'avais sacrifié ma vie pour que Thomas ne grandisse pas dans le besoin. Et maintenant, il avait mis un pied dans une zone grise dangereuse par ambition. J'ai appelé Élise. Elle a décroché tout de suite, calme. « Madame Leclerc, j'ai examiné le rapport que Nora a envoyé. Si c'est exact, Thomas pourrait être impliqué dans une fraude fiscale. Les pénalités peuvent être sévères, voire criminelles si le fisc ouvre une enquête. » J'ai dégluti. Je ne veux pas que mon fils aille en prison. Élise a fait une pause de quelques secondes, puis a parlé doucement. Je comprends. Nous n'utiliserons pas cela pour nuire, mais pour persuader. Ce sera notre levier stratégique pour leur montrer que s'ils insistent, ils risquent non seulement la maison, mais aussi leur liberté. Je suis restée silencieuse. Il m'a fallu près d'1 minute entière avant de pouvoir répondre. D'accord, faites à votre façon. Cette nuit-là, j'ai étalé tous les documents sur la table. Photos, reçus, messages, une copie de la reconnaissance de dette, le rapport financier. Chaque feuille était un petit éclat de vérité qui s'assemblait. Il formait une image de cupidité. J'ai ouvert mon carnet et j'ai marqué la chronologie. Février,
Ils ont commencé à coller des étiquettes. Chloé, ne pas toucher. Mars, la nourriture que j'achetais était jetée. Avril, Chloé a dit à Thomas de laisser maman se sentir à l'étroit pour qu'elle transfère. Mai, la famille Bertrand est venue pour me pousser en maison de retraite. Maintenant, la découverte de flux d'argent illégaux. J'ai nommé cet ensemble de fichiers le dossier de la vérité. Un titre sec peut-être, mais pour moi, c'était un serment. J'ai imprimé 3 jeux. Un pour moi, un pour Élise, un pour Nora. Chaque paquet était agrafé avec la liste des fichiers audio, des photos et des reçus. Quand l'imprimante s'est arrêtée, j'ai glissé chaque jeu dans une pochette en plastique étiquetée à la main, mes mains tremblant à peine et se stabilisant au fur et à mesure. Le papier n'était pas seulement une preuve. C'était la ligne entre moi et l'injustice. La nuit est tombée et la maison était si silencieuse. Je pouvais entendre le vent s'infiltrer par le chambranle de la porte. Je me suis assise dans le salon. La lampe chaude projetait mon ombre longue sur le mur. Soudain, une dispute a éclaté à l'étage. La voix de Chloé était aiguë et perçante. « Tu ne comprends pas. Je ne peux pas vivre comme ça pour toujours. Si ça ne se fait pas, je m'en vais, Thomas. » La voix de Thomas semblait épuisée, presque suppliante. « Chloé, baisse d'un ton. Maman peut nous entendre. » « Et alors, si elle entend ? Elle sera bientôt partie d'ici. Je n'attends pas. » Je suis restée assise, écoutant, ma main posée sur ma tasse de tisane. Chaque mot tombait jusqu'au rez-de-chaussée, un coup après l'autre, mais je ne sentais plus de coups de poignard. Juste une douleur silencieuse et nette, comme une blessure qui s'est refermée. Je me suis souvenue de Thomas quand il était petit, comment il s'accrochait à mes jambes, suppliant. « Maman, quand je serai grand, tu n'auras plus jamais à travailler. Je prendrai soin de toi. » Et maintenant, il discutait de la manière de me mettre dehors. La vie peut être assez cruelle pour que votre propre amour devienne une arme contre vous. J'ai soupiré, je me suis levée et j'ai posé la tasse sur la table. Pas de larmes, pas de ressentiment, seulement une clarté froide, comme un médecin lisant un rapport de cancer en phase terminale. Non guérissable, seulement amovible. Je suis allée à mon bureau, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai ouvert le dossier intitulé « Jour de la notification ». Élise avait déjà envoyé les formulaires à signer, la mise en demeure de quitter les lieux et la demande de remboursement. J'ai lu chaque ligne attentivement, vérifiant chaque clause. L'occupant est présent sans contrat de location. Le propriétaire peut exiger la libération des lieux dans un délai de 30 jours. Les dettes impayées seront portées devant les tribunaux. J'ai signé en bas, j'ai sauvegardé et j'ai imprimé des copies papier. Chaque fois que le stylo touchait le papier, j'avais l'impression de clore un long chapitre, celui de l'endurance. Quand j'ai eu fini, j'ai plié les documents dans une enveloppe et je les scellés. Sur le devant, d'une écriture nette, j'ai écrit « Pour maître Élise Dubois, avocate ». J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac à main, ainsi qu'une copie pour Nora. L'horloge au mur indiquait 23h48. J'ai levé les yeux et j'ai entendu la pluie sur le porche s'arrêter. Toute la ville semblait silencieuse. La lumière des lampadaires formait des flaques douces et jaunes sous les avant-toits. J'ai vérifié les fenêtres de la cuisine, j'ai verrouillé le réfrigérateur. Puis je me suis arrêtée et j'ai regardé autour de moi une dernière fois. Tout était net et calme, mais je savais que ce n'était que le calme avant la tempête. De retour dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, le téléphone à la main. Nora avait envoyé un SMS. L'expert comptable confirme que si le fisc procède à un contrôle, Thomas pourrait faire face à des arriérés d'impôts et jusqu'à 3 fois les pénalités. Mais s'il arrête maintenant, il pourrait éviter le pire.
J'ai fini de lire et j'ai pris une profonde inspiration. Pas de joie, pas de douleur, juste du regret. Je n'ai jamais voulu que mon enfant soit puni. Je voulais juste qu'il se réveille avant qu'il ne soit trop tard. J'ai posé le téléphone, j'ai ouvert mon petit carnet et j'ai écrit. L'amour n'est pas la même chose que l'aveuglement. Certains enfants ne peuvent être sauvés qu'en les laissant tomber. Puis, j'ai fermé le carnet et j'ai mis mon réveil à 6h30. Demain, le jour de la notification. J'ai éteint la lumière, je me suis allongée et j'ai regardé le plafond dans le noir. L'horloge battait régulièrement. À chaque battement, ma peur reculait, laissant place à autre chose. Le calme froid de quelqu'un de près. Ils pensaient que j'étais une vieille femme douce. Ils ne savent pas que lorsqu'une mère cesse de pleurer, ce qui suit, c'est l'action. J'ai fermé les yeux. Un sommeil silencieux s'est installé sur moi, léger comme de la brume. Demain, quand le réveil sonnera, je me lèverai non pas avec un cœur brisé, mais avec un cœur qui sait comment il va vivre et qui mérite de rester dans cette maison. Ce matin-là, le ciel était d'une clarté inhabituelle. Le soleil matinal baignait les chênes en face. Une brise agitait les petites fleurs blanches le long de l'allée. Je m'étais levée tôt, j'avais préparé une théière de tisane au gingembre et je l'avais posée sur la table de la cuisine. La maison était si silencieuse que je pouvais entendre l'horloge du salon, aussi régulière que mon propre rythme cardiaque. À 9h30, la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver Élise en blazer gris, des dossiers à la main, avec un huissier de justice à ses côtés. Il a hoché la tête poliment. Madame Marianne Leclerc, nous sommes ici pour signifier un acte. J'ai pris une lente inspiration et j'ai gardé ma voix égale. Entrez, je suis prête. Alors qu'ils entraient, Chloé est apparue en haut des escaliers dans un peignoir de soie rose, les cheveux attachés lâchement, de la lotion encore sur son visage. Ses yeux ont vacillé à la vue des deux étrangers. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, essayant de paraître en contrôle. Thomas est arrivé derrière elle en survêtement, le visage tiré, comme s'il n'avait pas dormi. Il m'a regardé. Puis, Élise, confus comme quelqu'un qui se réveille d'un mauvais rêve. J'ai fait asseoir tout le monde autour de la table. Élise a ouvert sa mallette et a posé une épaisse pile de papier, tandis que l'huissier se tenait à côté, clair et ferme. À la demande de la propriétaire, Madame Marianne Leclerc, je suis ici pour délivrer une mise en demeure de quitter les lieux. Délai de 72 heures à compter de ce moment. De plus, voici une demande de remboursement des 35 000 € plus les intérêts, avec une réclamation pour préjudice moral et dommages matériels. La cuisine s'est figée. La lumière du matin inondait la table et se reflétait directement dans les yeux écarquillés de Chloé. Elle s'est levée d'un bond, la voix stridente. « Quoi ? Trahison ? Tu nous poursuis en justice ? As-tu oublié qui s'est occupé de toi toutes ces années ?» J'ai croisé son regard, stable. « Personne ne s'est occupé de moi, Chloé. Je vous ai donné un endroit où vivre, de la nourriture et des chances. Toutes les trois prennent faim aujourd'hui. » Thomas est tombé à genoux, les mains sur ses cuisses. Sa voix était rauque et tremblante. « Maman, je suis désolée. Ne fais pas ça. Je ne voulais pas. Je voulais juste que tu te reposes. » J'ai regardé mon fils, l'homme que j'avais autrefois porté quand il était malade. Les genoux que j'avais pansés quand il était tombé de son vélo. Maintenant, il s'agenouillait devant moi, non par amour, mais par peur de perdre une béquille. « Thomas, ai-je dit, d'une voix légère mais précise, tu as eu des milliers de chances de dire la vérité, de changer, de recommencer. Tu as choisi de toutes les ignorer. Ne t'excuse pas auprès de moi. Excuse-toi auprès de toi-même. » Il a baissé la tête. Des larmes ont frappé le carrelage.
Chloé a frappé la table de sa main. Assez. Elle bluffe. Aucun tribunal ne te laisse jeter ta famille dehors comme ça. Élise s'est levée, la voix froide et tranchante. Selon la loi française, une personne séjournant sans bail peut être tenue de quitter les lieux dans les 72 heures si elle est correctement notifiée. Tous les documents ici sont certifiés conformes avec des copies déposées au tribunal. Si vous ou votre mari souhaitez contester cela, nous vous verrons à l'audience du tribunal de grande instance de Tours. Chloé est devenue pâle et a reculé. « Tu regretteras d'avoir fait ça à ton propre fils », a-t-elle sifflé. Je me suis levée, répondant calmement. J'ai assez regretté, surtout de ne pas l'avoir fait plus tôt. 15 minutes plus tard, quand Élise et l'huissier sont partis, la maison semblait épaisse de silence. Personne ne parlait. Je me tenais près du comptoir, tenant une tasse de tisane froide, et je regardais Chloé rassembler son téléphone, son portefeuille et tout petit objet qu'elle prétendait être à elle. Thomas est descendu des escaliers, hébété. « Maman, au moins, donne-moi un peu de temps. » Je l'ai interrompu. « Tu as 72 heures, et si tu es vraiment désolé, tu utiliseras ces 72 heures pour mettre de l'ordre dans ta vie, pas pour me supplier de retirer la plainte. » La porte d'entrée s'est ouverte, et, de manière inattendue, les parents de Chloé sont entrés. Même allure soignée, même ton supérieur. Monsieur Bertrand a parlé le premier. Pas de salutation. « Marianne, qu'est-ce que c'est que ça? Notre fille dit que vous menacez de les mettre à la porte. C'est un abus de pouvoir. » Madame Bertrand a renchéri, la voix aiguë. Honteux. À votre âge, faire venir un avocat juste pour humilier votre propre famille. Avant que je puisse répondre, Élise, qui venait de sortir de l'allée, a entendu l'agitation et est revenue. Elle est entrée avec une copie supplémentaire du dossier. Son ton était calme. Final. « Monsieur et Madame Bertrand, je représente Madame Leclerc. Si vous avez l'intention de contre-attaquer, nous nous verrons au tribunal de Tours. Pour l'instant, veuillez quitter les lieux. Seule la propriétaire légitime décide qui peut rester. » Le silence est tombé. Monsieur Bertrand a attrapé la main de sa femme et l'a tirée vers la porte, le visage rouge de colère. Chloé s'est précipitée après eux, pleurant et disant quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Thomas est resté, me regardant, le désespoir et la honte mêlés dans ses yeux. Je n'ai rien dit. Je me suis retournée et je suis montée. Chaque pas était lourd, mais étrangement pas chancelant. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre le mur. En bas, le bruit continuait. Chloé qui pleure, Thomas qui la calme, des valises qui cognent, des portières de voiture qui claquent. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté, comme quelqu'un qui rejoue le film de sa vie et sait que la dernière scène est proche. Un instant plus tard, le calme s'est installé. Seuls les premiers légers tapotements de la pluie sur la fenêtre, comme si le ciel voulait laver les dernières semaines sales. Je suis retournée à la cuisine. Elle était nette, vide. Sur la porte du réfrigérateur, une étiquette rouge subsistait. Chloé, ne pas toucher. Décoloré, un coin qui se recourbait. Je l'ai fixé un long moment. Puis, j'ai tendu la main et je l'ai décollé. Le papier s'est déchiré à moitié et s'est accroché à mon doigt comme s'il voulait s'accrocher à un dernier lambeau de propriété. Je l'ai froissé et je l'ai jeté à la poubelle. C'était la dernière étiquette. J'ai ouvert le réfrigérateur. À l'intérieur, il n'y avait que quelques légumes verts, quelques bouteilles d'eau et une nouvelle brique de lait. J'ai versé un verre, j'ai ajouté un peu de tisane au gingembre et j'ai inspiré. L'odeur était chaude et douce, rien à voir avec le matin glacial d'il y a quelques semaines, où l'on m'avait bloqué avec un « N'ouvre pas le mauvais ». Ce frigo est à moi. Maintenant, il était de nouveau à moi, comme il aurait toujours dû l'être.
Je me suis assise, les mains autour de la tasse. Plus de tremblements, plus de poids, plus d'amertume. Seulement le silence complet de quelqu'un qui a récupéré ce qui lui appartenait, sans élever la voix. Avant de monter, j'ai écrit quelques lignes. Jour de la notification, 9h30. Ils sont partis en larmes. Je suis restée stable. Personne n'a gagné. Seule la justice a été remise à sa place. J'ai posé le stylo et j'ai regardé la maison. La photo de mon mari était toujours accrochée au mur. La fenêtre était entr'ouverte pour laisser entrer la brise. J'ai parlé doucement, comme pour lui. Je l'ai fait, François. Enfin, cette maison est de nouveau à nous, paisible, propre et libre. Et dans le midi, sans vent du jour de la notification, je suis restée assise là. J'ai siroté ma tisane au gingembre, j'ai écouté la pluie sur le porche, et j'ai su, sans aucun doute, que le nouveau chapitre de ma vie avait commencé. Le dimanche matin, le ciel était d'un gris terne, les nuages lourds comme un avertissement de tempête. J'ai préparé une tisane à la menthe et je l'ai posée sur la table de la salle à manger, prête pour ce que je savais allait arriver. À 10h précises, un moteur a grondé à la grille. À travers la fenêtre, le SUV familier a remonté l'allée. 3 silhouettes en sont sorties. D'abord, Chloé dans une robe blanche impeccable, ses parents derrière elle, et enfin, Thomas, les mains dans les poches, la tête baissée. Le comité familial, ai-je pensé, un bref sourire tirant sur ma bouche. J'ai ouvert la porte. Chloé est entrée directement sans attendre d'y être invitée. « Nous devons parler », a-t-elle dit, la voix ferme comme si elle avait répété cela. « D'accord », ai-je répondu légèrement. J'ai aussi quelque chose à présenter. Je les ai conduits dans la cuisine spacieuse. Tout était disposé. Une table propre avec un dossier épais trié par section, chacune clairement numérotée. Sur l'écran de l'ordinateur portable, Élise attendait en appel vidéo. Sérieuse, stable. Chloé s'est assise, les bras croisés. Ses parents l'ont flanquée comme un petit tribunal. Thomas s'est assis à l'écart, le regard vide. J'ai ouvert le dossier et j'ai parlé d'un ton égal. D'abord, merci d'être venu. Je n'ai pas l'intention de détruire qui que ce soit. Je veux seulement clarifier la vérité. Ce qui s'est passé dans cette maison. J'ai tourné la première page, la feuille des coûts du ménage. Pendant 3 mois, toute l'électricité, l'eau, Internet et la taxe foncière sont sortis de mon compte personnel. Ai-je dit en plaçant les factures devant eux. Pendant ce temps, vous deux, j'ai regardé Chloé et Thomas, n'avez pas contribué d'un seul euro malgré votre promesse de partager les coûts. Chloé a souri avec mépris. Nous allions payer, nous n'avions juste pas eu le temps. J'ai souri en retour. 3 mois, Chloé. J'ai travaillé en soins intensifs. Je sais exactement ce que pas encore signifie. 3 mois, c'est assez long pour qu'un patient guérisse ou pour qu'un mensonge s'effondre. J'ai ouvert la 2e section, la reconnaissance de dette de 35 000 € signée par Thomas. C'est l'argent que mon fils a emprunté il y a 2 ans pour ouvrir un garage. Pas de paiement, pas d'intérêt, même pas d'excuses. Thomas a fermé les yeux. J'ai entendu une respiration difficile s'échapper de lui. Section suivante, les messages et le prospectus de l'appartement de luxe. La ligne entourée. Raconte une fois la maison de maman vendue. Et ceci, ai-je dit, la voix toujours égale, est la preuve que vous deux avez comploté pour vendre ma propriété de mon vivant. Madame Bertrand s'est levée d'un bond, la voix stridente. Marianne, comment osez-vous envahir la vie privée de ma fille? C'est une affaire de famille. Élise a parlé immédiatement depuis l'écran, sa voix comme une lame propre. Madame, quand quelqu'un prévoit de vendre la propriété d'une autre personne, ce n'est pas privé. C'est une fraude civile. Si cela est signalé, les autorités peuvent ouvrir une enquête financière.
Monsieur Bertrand a froncé les sourcils, prêt à riposter. Mais Élise a continué, calme, comme si elle lisait le code. Et si nous soumettons des preuves de dépôt de l'agence de conseil Sable, le fisc peut s'en mêler. Alors chaque euro non déclaré, chaque fausse facture, tout sera contrôlé. La pièce s'est figée. Chloé s'est tournée vers Thomas et a murmuré. Comment a-t-elle découvert ça? Thomas n'a rien dit. La peur remplissait ses yeux. J'ai parlé bas et fermement. Thomas, je ne veux pas que tu ailles en prison, mais je ne te couvrirai plus. Tu es allé trop loin, et si tu n'arrêtes pas, la personne qui te sauvera cette fois ne sera pas moi. Thomas a baissé la tête. Maman, je suis désolée. J'avais tort. Sa voix tremblait, celle d'un enfant perdu. Chloé a raclé sa chaise en arrière, les pieds crissant sur le sol. Assez. Elle veut juste nous humilier. Toute sa vie, elle a tout contrôlé. Maintenant, elle utilise la loi pour gagner. Vous appelez ça juste? Je l'ai regardé froidement. Ce n'est pas la loi qui m'aide à gagner. C'est la vérité qui me permet de rester debout. Chloé a éclaté d'un rire dur. La vérité? Tu es une vieille femme autoritaire qui joue la victime. J'ai simplement dit doucement. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais d'ici mardi, 17h, cette maison doit être vide. La phrase est tombée comme le marteau d'un juge. Thomas s'est effondré et Chloé a claqué sa paume sur la table, jetant son alliance qui a cliqueté durement sur le bois. Je ne reste pas ici une minute de plus. Ses parents se sont levés, la voix aiguë. Nous ne laisserons pas passer ça. Vous pensez que les gens croiront une vieille dame tyrannique plutôt que notre fille? Nous porterons ça sur les réseaux sociaux et montrerons à tout le monde votre vrai visage. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti ma montre connectée de ma poche. J'ai appuyé sur un petit bouton. La lumière rouge a clignoté. J'ai dit lentement « Cette conversation est enregistrée. Veuillez continuer si vous souhaitez plus de preuves. » La pièce est tombée dans un silence absolu. Monsieur Bertrand, décontenancé, a tiré sa femme vers la porte. Chloé a regardé autour d'elle, les yeux fuyants. Thomas est resté sur sa chaise, les épaules secouées. J'ai regardé mon fils et j'ai parlé doucement. Thomas, tu peux partir avec eux ou tu peux rester, mais seulement si tu prends tes responsabilités. Je ne couvre plus personne. Il a levé la tête, les yeux humides, la voix tendue. Je ne le mérite pas, mais je veux arranger les choses. J'ai hoché la tête sans en ajouter plus. Je sais que le vrai remords n'est pas dans les promesses. Il est dans ce que vous faites après avoir tout perdu. Élise a parlé depuis l'écran, clôturant la réunion de famille. Rappel, il vous reste 72 heures pour quitter la maison. Après cela, les poursuites judiciaires seront engagées. Chloé s'est levée, a essuyé ses larmes, mais sa voix est restée venimeuse. Attends un peu. Tu mourras en le regrettant dans cette maison vide. J'ai seulement souri, léger comme un souffle. Non, Chloé, cette maison n'a jamais été vide. Il lui manquait juste l'honnêteté. Quand la porte a claqué, un moteur a rugi dans la rue. Je suis restée immobile quelques secondes, puis j'ai expiré lentement. L'air dans la maison semblait plus léger, comme si même le vent savait qui venait de partir. Je me suis tournée vers la table de la salle à manger, où l'alliance que Chloé avait jetée gisait encore, attrapant un faible reflet de lumière. Je n'y ai pas touché, je l'ai juste regardé. Le dernier symbole d'un mariage construit sur des mensonges. Élise était toujours à l'écran, un petit sourire sur son visage. « Ça va ?»« Ça va » ai-je répondu, ma voix basse mais ferme. Je ne me suis pas sentie aussi calme depuis longtemps. « Bon travail, Marianne » a dit Élise. « Je continuerai à surveiller et rappelez-vous, gardez les portes verrouillées. N'oubliez pas, mardi 17h. » « Je n'oublierai pas » ai-je dit.
J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai glissé le dossier dans un tiroir et je me suis assise à la table. Une brise a flotté à travers l'embrasure de la porte, transportant de la terre humide et un soupçon de tisane à la menthe. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un court SMS à Élise. « S'il vous plaît, laissez une porte de sortie à Thomas s'il prend ses responsabilités. » J'ai posé le téléphone et je me suis adossée à ma chaise. Dehors, le ciel était toujours couvert, mais quelque chose en moi semblait étrangement lumineux. Non pas la lumière de la victoire, mais la lumière d'une paix finale. La tempête passait, et pour la première fois depuis des années, je pouvais entendre le vent se déplacer dans ma maison. Doux. Si doux comme une nouvelle respiration. Cette nuit-là, alors que le cadre de la fenêtre tremblait sous la brise, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau. Thomas, seul, la chemise froissée, les cheveux en désordre, les yeux rouges. Il est resté longtemps à la porte, la main sur un petit sac de sport, comme s'il ne savait pas s'il devait frapper ou faire demi-tour. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse lever la main. « Je suis venu m'excuser » a-t-il dit, la voix rauque et sèche, comme quelqu'un qui n'a pas parlé depuis des jours. Je suis restée immobile. La nuit était si calme que je pouvais entendre les insectes dans le jardin. « Où est Chloé ?» ai-je demandé. Il a baissé les yeux. Elle est partie, a pris mes économies, a laissé quelques mots méchants. Il a tendu son téléphone. Sur l'écran, il y avait le message de Chloé avant qu'elle ne disparaisse. Je ne vis pas avec un lâche qui s'agenouille devant sa maman. Reste là et respire cet air vicié. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai repoussé le téléphone. Ne me montre rien qui alourdit ton cœur. Thomas a reniflé, essayant d'avaler un sanglot. Il ne me reste plus rien, maman, mais je veux tout recommencer. Je sais que j'ai eu tort. J'ai besoin que tu me donnes 7 jours. Juste 7 jours pour me vider la tête, trouver un travail, arrêter de boire, puis je partirai. Je paierai un loyer, je rembourserai chaque euro. Je ne demande pas le pardon. Je demande à réparer. J'ai regardé mon fils, l'homme que j'avais autrefois porté à travers les fièvres, debout devant moi comme un garçon perdu. Dans la chaude lumière du porche, j'ai vu ses mains trembler. En partie de peur, en partie de sevrage alcoolique. « Entre » ai-je dit lentement. Mais cette fois, j'ai 4 conditions. Il a levé les yeux, l'espoir et la peur mêlés. Je l'ai emmené dans la cuisine et nous ai versé à tous les deux de la tisane au gingembre. « Premièrement, » ai-je dit, « pendant 7 jours ici, pas une seule goutte d'alcool. Si tu en as envie, appelle-moi ou sors dans le jardin prendre l'air. Mais ne te cache pas. Deuxièmement, tu enverras des CV et chercheras du travail. Chaque dépense, téléphone, essence, repas, tu la couvres toi-même. Je ne t'en empêcherai pas, mais je ne paierai pas. Troisièmement, tu dois contacter un centre de traitement ou un groupe de soutien. Au moins une séance. Quatrièmement, j'ai tenu son regard. Chaque soir, tu écriras 3 choses que tu as bien faites ce jour-là. Tu n'es pas obligé de me les montrer. Sois juste honnête avec toi-même. Thomas a hoché la tête, les yeux rouges. Je promets. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit les 4 conditions, puis j'ai signé en bas. Si tu veux vraiment recommencer, signe. Ce n'est pas un accord entre une mère et son fils. C'est un accord entre 2 adultes. Il a signé d'une main tremblante. Quand il a posé le stylo, des larmes sont tombées sur le bord du papier, brouillant une petite tache. Je l'ai plié et je l'ai glissé dans un dossier, comme si je posais de nouvelles fondations après qu'une tempête ait ravagé la maison. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et j'ai trouvé Thomas assis sur le porche, regardant le ciel gris pâle avec une tasse de café noir devant lui. Pas d'odeur d'alcool, juste du café et de la brume.
As-tu envoyé des CV? Ai-je demandé. Oui. 2 dans des magasins de matériaux de construction, 1 dans un garage. Ils ont dit qu'ils jetteraient un coup d'œil. J'ai hoché la tête. Pas de louanges, pas de reproches. J'ai posé un sandwich et un verre d'eau sur la table. Le petit déjeuner de quelqu'un qui essaie de se réparer. Ce soir-là, il est rentré tard. J'ai entendu de la vaisselle être lavée, de l'eau qui coule, de légers cliquetis, patients et silencieux. Je me suis avancée dans l'embrasure de la porte, sur le point de parler, puis je me suis tue. J'ai juste demandé « Qu'as-tu bien fait aujourd'hui ?» Il a croisé mon regard et a souri un peu. « Je n'ai pas bu. »« C'est suffisant. » ai-je dit en souriant en retour. Le 2e jour s'est passé doucement. J'ai travaillé dans le jardin et Thomas a nettoyé le garage où s'entassaient autrefois des canettes de bière et de la peinture séchée. Il a mis les déchets en sac, a frotté le sol, a accroché les vieux outils de mon défunt mari, alignant chacun d'eux avec soin. Dans l'après-midi, Madame Fournier, la voisine, a apporté un cake aux pommes chaudes. « J'entends que ton garçon est de retour », a-t-elle dit en le posant sur le comptoir. « Tant mieux pour toi. Parfois, c'est par la fissure que la lumière entre. » J'ai versé de la tisane et nous nous sommes assises sur le porche, regardant le soleil se coucher derrière les chênes. Elle m'a dit « Mon fils était aussi un toxicomane, Marianne. J'ai cru un jour qu'il était perdu pour de bon, mais ça fait 4 ans maintenant, sobre. Il a retrouvé du travail, il aide les autres. Je sais que tu as peur d'espérer parce que tu as été trop déçu. » J'ai regardé Thomas dans le jardin, penché, ramassant des déchets, grand, seul. Je ne sais pas jusqu'où il ira, mais pour la première fois depuis des mois, il est silencieux, et le silence n'est plus hostile. Madame Fournier a souri doucement. Le silence est le premier son du changement. La 3e nuit, sous les lumières jaunes et chaudes, j'ai ouvert la boîte à souvenirs de François. Une photo de lui souriant avec une scie, une vieille montre arrêtée, quelques lettres qu'il m'avait écrites quand nous étions jeunes. Dans une lettre, la phrase qu'il avait l'habitude de dire « La discipline est l'amour dans sa forme la plus dure. Celui qui enseigne à un enfant avec discipline aime cet enfant le plus. » Mes doigts tremblaient. Maintenant, je comprenais. Certains amours n'arrivent pas sous la forme d'une étreinte. Ils arrivent sous la forme d'une limite, comme le courage de dire non au bon moment. J'ai replié la lettre dans la boîte. Pas de larmes, juste de la chaleur. Comme si François se tenait quelque part à proximité, souriant. Le 4e matin, je me suis réveillée au son de bruit dans la cuisine. Thomas cuisinait des œufs, portant un vieux tablier, le visage plus clair que je ne l'avais vu depuis longtemps. « Tu es réveillé », a-t-il dit, l'air soulagé. « J'ai de bonnes nouvelles. » Je me suis assise, j'ai versé de la tisane. « Qu'est-ce que c'est ?» Le magasin de matériaux de construction près de la station-service a appelé. Ils veulent me voir cet après-midi, peut-être me faire commencer un essai. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut réparer des outils et organiser l'entrepôt. Je l'ai déjà fait? Alors ils me donnent une chance. Je l'ai regardé, sans rien dire au début. Puis j'ai hoché la tête et j'ai souri. Bien, ça veut dire que tu peux recommencer. Les yeux de Thomas se sont illuminés, ses lèvres tremblant comme s'il essayait de s'accrocher à cette croyance. Je sais, et je ne te décevrai plus. Je me suis levée et j'ai posé ma main sur son épaule. La main qui avait autrefois tremblé de colère me semblait légère. Ne promets pas. Vis juste chaque jour comme tu l'as écrit dans cet accord. Quand tu tiendras ta parole envers toi-même, tu n'auras pas à craindre de décevoir qui que ce soit. Il a hoché la tête, les yeux brillants. Dans l'après-midi, alors qu'il partait,
Je les regardais depuis la fenêtre. Une brise transportait l'odeur de café du coin. La lumière du soleil dorait le jardin. Je me suis assise dans le vieux fauteuil à bascule de François et j'ai ouvert mon petit carnet. Dans le coin inférieur de la dernière page, j'ai écrit « Quand quelqu'un se brise, ne vous précipitez pas pour l'enterrer. Il est peut-être en train d'apprendre à se réparer. » J'ai fermé le carnet et j'ai regardé vers la route où Thomas marchait, le dos droit, des papiers pour son entretien à la main. Pour la première fois depuis des mois, sa démarche ne semblait pas lourde. Elle ressemblait à celle d'un homme qui recommence pour de vrai. En moi, pas de larmes, juste une douce chaleur qui se propageait. L'espoir. Ce matin-là, la lumière du soleil filtrait à travers les fins rideaux et déposait une douce lueur dorée sur le sol. Je préparais le café quand une moto a vrombi, puis s'est tue dans l'allée. Thomas est entré, de la poussière sur sa chemise, un peu hâlé par le soleil, mais ses yeux étaient clairs. La lumière que je n'avais pas vue depuis des années. « J'ai eu le travail, maman », a-t-il dit, essoufflé et souriant. Le magasin de matériaux de construction m'a embauché à plein temps. Le salaire de départ n'est pas énorme, mais suffisant pour une petite chambre près du travail. Je pense qu'il est temps que je me débrouille seule. J'ai posé ma tasse, stupéfaite pendant quelques secondes. Vraiment ? Vraiment ? Il a hoché la tête, me tendant son nouveau contrat. Du papier bon marché, mais je l'ai regardé comme un diplôme de la vie. Thomas a sorti une enveloppe marron usée de sa poche et l'a posée sur la table. « Je sais que je te dois trop, mais je veux commencer à te rembourser, même si c'est peu. » Je l'ai ouverte. 500 €, 5 billets impeccables posés à plat. 100 €, c'est pour le loyer de ces derniers jours, a-t-il dit. Et 400 €, c'est le premier remboursement. Il a sorti une feuille pliée, les mains tremblantes en me l'attendant. C'est le plan de remboursement que j'ai écrit. 400 € par mois, augmentant à mesure que j'aurai des augmentations. Tu peux vérifier à tout moment. J'ai tenu le papier et j'ai lu chaque ligne maladroite et tordue, soignée et sincère. En bas, sous « Plan de remboursement », Thomas avait signé « Ton fils, Thomas Leclerc ». J'ai levé les yeux vers lui. En un instant, toutes les images sont revenues. Le petit garçon blond, avec son camion jouet. L'adolescent qui avait promis « Je prendrai soin de toi ». L'homme adulte qui s'était agenouillé en larmes. Toutes se fondant en une seule cette fois, debout, sur ses deux pieds. J'ai posé l'enveloppe, je me suis avancée et je l'ai serré dans mes bras. Il est resté immobile, puis m'a serré en retour, ses mains tremblant non pas de peur, mais de soulagement. J'ai murmuré, à peine assez fort pour nous deux. « Tu n'as pas à tout rembourser, Thomas. Juste ne recommence pas. » Il a esquissé un petit sourire et a hoché la tête, la voix rauque. « Je comprends, mais tu as toujours dit que les adultes prennent leurs responsabilités. J'apprends à être un adulte maintenant. » Ce soir-là, nous avons préparé notre premier dîner ensemble et peut-être le dernier sous le même toit au vrai sens du terme. J'ai fait du riz. Thomas a fait mariner du poulet, le même poulet grillé au miel qu'il aimait quand il était petit. Seulement, maintenant, mes mains sont plus ridées et les siennes sont calleuses. L'odeur du poulet rôti a rempli la cuisine, se mélangeant à la marmite qui mijotait, au bruit du couteau qui coupe et au rire léger de deux personnes qui apprennent à recommencer. J'ai réalisé qu'après tout, la maternité n'avait pas disparu. Elle avait juste besoin d'être nettoyée de la colère et de la peur. Pendant le dîner, Thomas a parlé de son nouveau travail. Organiser les matériaux, vérifier les commandes, parfois soulever des charges. Pas aussi épuisant que de mentir tous les jours, a-t-il dit avec un sourire entre deux bouchées. Je suis restée silencieuse. Je l'ai regardé manger avec un appétit constant, et j'ai senti quelque chose d'étrange monter en moi. Fierté, tristesse et paix.
tout ensemble. Tu sais, ai-je dit, le jour de ta naissance, j'ai pensé que mon travail était de te garder en sécurité pour toujours. Il s'avère que la parentalité, c'est apprendre à lâcher prise sans lâcher prise. Thomas a levé les yeux, le regard sérieux et doux. Je pense que tu as fait les deux, maman. Lundi matin, l'air était clair après une légère pluie nocturne. Le pick-up de l'ami de Thomas s'est glissé dans l'allée. Son copain Nate, grand, mince, le visage gentil, a sauté pour aider à charger quelques petites boîtes. Tout ce que Thomas possédait tenait dans 4 boîtes. Des vêtements, quelques outils, une vieille photo de moi et de François, et la montre que je lui avais offerte pour ses 18 ans. En regardant cela, j'ai ressenti à la fois de la douleur et de l'apaisement. Les voisins se sont rassemblés sur le porche. Madame Fournier est venue avec un café. « Jour de déménagement ?» a-t-elle demandé. « Oui, » ai-je souri. Il a trouvé une chambre près de son travail. Elle a regardé Thomas hisser une boîte dans le camion et a hoché la tête. « Je t'avais dit qu'un bon fils revient, mais la prochaine fois, il reviendra en tant qu'homme. » J'ai souri, les yeux me piquant un peu. « Je l'espère. » Elle m'a tapoté l'épaule. « Pas besoin d'espérer. Je le vois. La façon dont il marche aujourd'hui, ce n'est pas fuir. C'est quitter le nid. » Je me suis tournée vers mon fils. Thomas se tenait près du haillon, a dit quelque chose à Nate, puis m'a fait un signe de la main. « J'appellerai chaque semaine, » a-t-il dit, « et j'enverrai l'argent à temps. Prends un vrai petit déjeuner, maman. Ne te contente pas de boire du café. » J'ai plaisanté en retour. « Et toi, fais ta lessive. Il n'y a pas de mère invisible dans cette chambre. » Nous avons tous les deux ri, un rire léger, porté par la brise. Pas de ressentiment, pas de culpabilité. Alors que le camion s'éloignait, je suis restée à regarder longtemps. Pas de larmes, juste un espace doux et chaud, comme le souffle que l'on relâche après une tempête. Je suis rentrée et j'ai verrouillé la porte derrière moi. La maison était silencieuse, mais pas solitaire. Tout était comme il se doit. Une cuisine bien rangée, une table brillante, l'odeur de poulet grillé qui flottait encore faiblement. J'ai préparé une petite théière de tisane, je l'ai versée dans une tasse en porcelaine et je me suis assise près de la fenêtre. Sur la table se trouvait le plan de remboursement manuscrit de Thomas. Je l'ai relu et je me suis arrêtée à la dernière ligne. Je ne peux pas rembourser tout ce que j'ai pris, mais je rembourserai avec le temps, en vivant correctement. J'ai souri doucement, caressant du doigt sa signature désordonnée. Peut-être que parfois, grandir n'est pas une excuse sophistiquée. C'est une feuille de papier maculée et une petite enveloppe d'efforts honnêtes. Vers le crépuscule, j'ai arrosé les fleurs sur le porche. La dernière lumière a coloré le jardin d'un or mielleux. Une brise douce, de la terre humide et des roses dans l'air. La circulation bourdonnait au loin et mon cœur était aussi calme qu'un lac immobile. Madame Fournier est passée de nouveau avec un panier. « Pour toi ?» a-t-elle dit. « Du pain à la banane que je viens de faire, c'est meilleur quand l'esprit s'est enfin apaisé. » Je l'ai pris en souriant. « Tu sais toujours exactement quand j'ai besoin de quelque chose. » Elle s'est assise à côté de moi, regardant le porche silencieux. Étrange, n'est-ce pas? Quand les enfants partent, la maison est plus vide, mais le cœur est plus léger. J'ai hoché la tête. J'ai siroté ma tisane. Parce que nous savons que cette fois, ils ne partent pas pour fuir, mais pour trouver leur chemin. Elle m'a regardée avec bienveillance. Tu as fait ce qu'il fallait, non pas en le sauvant, mais en lui apprenant à se sauver lui-même. J'ai gloussé doucement et j'ai levé les yeux vers le ciel couleur pêche. François serait fier.
J'ai enfin appris à aimer comme il l'enseignait, avec discipline, mais avec gentillesse. Quand le soleil s'est couché, j'ai fermé la grille et je suis rentrée. De l'air chaud, une lumière dorée. Je suis montée, j'ai enfilé un pyjama et j'ai tiré les rideaux. Sur la table, la photo de famille était toujours là. François, moi et Thomas pour son 10e anniversaire. Souriant devant le gâteau. J'ai caressé le verre et j'ai murmuré « J'ai tenu ma promesse, François. Notre garçon est de nouveau sur ses 2 pieds. » J'ai éteint la lumière et je me suis allongée. Pas de porte qui claque, pas de pas lourds, pas de soupir à travers le mur. Juste le vent qui file le long de la ligne de toit, aussi régulier qu'une respiration. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'une traite. Pas de rêve, pas de réveil en sursaut. Juste la paix rare d'une mère qui a enfin appris que lâcher prise ne signifie pas perdre son enfant. Cela signifie lui donner la chance de se trouver. 6 mois ont passé depuis que Thomas a quitté le nid. La maison qui résonnait autrefois de disputes n'abrite plus que le tic-tac de l'horloge et la légère odeur de café chaque matin. J'ai ralenti et j'ai fait les choses que j'avais remises à plus tard par épuisement. J'ai changé les rideaux, repeint la cuisine, planté une rangée de rosiers blancs le long du porche. Quand le vent souffle, les pétales voltigent comme si quelqu'un murmurait « Tout va bien maintenant, Marianne, tout va bien. » Le matin, je sors généralement tôt dans le jardin, je coupe les tiges mortes, j'épand du compost frais et j'arrose avec le vieil arrosoir que François utilisait. Parfois, quand le soleil frappe le bec juste comme il faut, la lumière se réfracte en un minuscule arc-en-ciel. Je le regarde et je me sens légère. Une paix que je n'avais pas touchée depuis des années. Chaque dimanche, Thomas passe, ponctuel comme une horloge. Il conduit un petit pick-up, s'arrête à la grille et klaxonne 2 fois notre petit signal. Chaque fois que j'ouvre la porte, je sens déjà l'odeur du pain frais de la boulangerie du coin. « J'ai apporté du pain de la boutique près de chez moi », dit-il en soulevant un sac en papier encore chaud. « Cuit ce matin. Lequel veux-tu, maman ?»« N'importe lequel que tu choisiras, » je réponds. Et il sourit toujours. Thomas a beaucoup changé. Pas seulement dans son apparence, plus soigné, plus sain, mais dans sa façon de parler, sa façon de voir les gens. Ses yeux ne fuient plus, ne se rétrécissent plus. Il est devenu un homme qui sait quand avoir honte et quand être fier. Chaque mois, Thomas envoie entre 400 et 500 € régulièrement avec un court SMS. J'ai fait quelques heures supplémentaires. Ce mois-ci, j'envoie 500 €. Il inclut également une photo de sa fiche de paie, non pas pour se vanter, mais pour se prouver à lui-même qu'il tient parole. Je ne demande jamais rien. Je sauvegarde simplement ces messages mois après mois, comme un registre de la maturation de mon fils. Un après-midi d'automne, Thomas est arrivé avec quelqu'un, une jeune femme aux cheveux bruns attachés en arrière, un pull beige et un sourire doux. « Maman », a dit Thomas, « voici Lena Brooks. Elle travaille à la boulangerie près de chez moi. Elle sait que je te dois beaucoup et elle voulait remercier la personne qui m'a appris à grandir. » Lena a tendu la main, sa voix douce. « J'ai beaucoup entendu parler de vous par Thomas. Je veux juste dire que sans vous, je ne pense pas qu'il serait ici. » Je l'ai regardée. Pas de maquillage lourd, des yeux clairs. Quelque chose en elle m'a immédiatement inspiré confiance. Non pas parce qu'elle est jolie, mais parce que son regard ressemblait exactement au mien à 20 ans, quand je croyais encore que la gentillesse ne se démode jamais. Le dîner ce jour-là a été exceptionnellement chaleureux. Lena a aidé à mettre la table. Thomas a fait la vaisselle. Quand il a eu fini, il a murmuré. « Elle n'a rien à voir avec Chloé, n'est-ce pas, maman ?» J'ai souri. « Ne compare pas. Rappelle-toi juste que quelqu'un qui t'aime vraiment
ne te demandera pas de rabaisser ta mère pour prouver quoi que ce soit. » Il a hoché la tête, les yeux profonds et stables. Une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS de Chloé. « J'ai eu tort. Je veux parler. Est-ce que Thomas me pardonnera ?» Je l'ai lu et je n'ai pas répondu. Je n'étais plus en colère. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai juste pris une capture d'écran et je l'ai envoyée à Thomas, sans commentaire. 1 heure plus tard, mon fils a répondu. J'ai dit « Merci, mais non. Merci d'être restée silencieuse, maman. » J'ai pleuré en lisant ça. Non pas par dépit, mais parce que quelqu'un qui s'était autrefois agenouillé dans la faiblesse pouvait maintenant se tenir droit sans que je le soutienne. À la fin du mois, je suis allée au cabinet de maître Élise Dubois pour mettre à jour mon testament. Élise a souri en me voyant. « Vous avez l'air différente d'il y a 6 mois. » « Peut-être parce que j'ai appris ce qui vaut la peine d'être gardé. » ai-je dit. J'ai demandé à ajouter une clause. Établir le fonds de bourse d'infirmière François Leclerc pour les étudiants en soins infirmiers en difficulté. Élise a demandé. « Êtes-vous sûr? Vous pourriez laisser cet argent à Thomas. » J'ai souri. Je n'ai pas besoin de lui laisser des... Bien. Je veux lui laisser un héritage dont il pourra être fier. Si Thomas vit correctement, c'est l'héritage le plus précieux. Élise a hoché la tête, les yeux brillants. François sourit quelque part, j'en suis sûre. Quelques semaines plus tard, mon amie collègue Nora Martin m'a invitée à rejoindre un groupe de soutien pour les parents qui avaient été abusés par leurs enfants. J'ai hésité. Je ne voulais pas rouvrir de vieilles blessures, mais Nora a dit « Pas pour te plaindre, Marianne, mais pour montrer aux gens qui sont encore coincés qu'ils ne sont pas seuls. » Alors, j'y suis allée. Une petite pièce, environ 10 personnes de tous âges. Certains s'étaient-y fait prendre leur maison, d'autres avaient été ruinés. Quand mon tour est venu, j'ai été brève. Mon fils a un jour collé des étiquettes sur le réfrigérateur et a essayé de me mettre à la porte de ma propre maison. Aujourd'hui, ce même fils m'appelle « maman » avec la voix d'un homme qui comprend la gratitude. La pièce est devenue silencieuse, puis s'est remplie de doux applaudissements. Je n'ai pas pleuré, mais mon cœur s'est réchauffé. Pour la première fois, j'ai raconté mon histoire sans honte, seulement avec liberté. Un soir de décembre, une panne de courant soudaine a plongé la région dans le noir. Tout le quartier a perdu l'électricité. J'ai déterré quelques vieilles bougies et j'ai éclairé la cuisine. Les flammes dansaient sur les murs, éclairant chaque coin, les fissures que j'avais rebouchées, les choses que j'avais autrefois peur de regarder. Je me suis assise, j'ai versé de la tisane et j'ai laissé la lumière des bougies tomber sur la photo de François. La maison était si silencieuse que je pouvais entendre la pluie taper sur le toit. À cet instant, j'ai réalisé que j'avais tout récupéré. Pas les choses, mais ma paix et mon respect de moi-même. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Élise. « Merci. Grâce à vous, la porte de la vie est restée ouverte pour moi et mon fils. Cette porte ne mène pas seulement à l'extérieur. Elle ramène à nos propres cœurs. » Élise a répondu tout de suite. « Je n'ai aidé qu'un peu. C'est vous qui l'avez ouverte, Marianne. » J'ai posé le téléphone et j'ai souri à la lueur des bougies. Le lendemain matin, avec la lumière du soleil traversant la fenêtre, je me suis levée tôt pour préparer le déjeuner du dimanche. Dans la marmite, il y avait un bœuf bourguignon, le plat préféré de Thomas quand il était enfant. J'ai cuisiné lentement, remuant régulièrement, écoutant le doux bouillonnement tandis que la radio jouait le vieux jazz de François. J'ai regardé la cuisine fraîchement peinte, les rideaux propres, les rosiers en fleurs sur le porche. Plus d'étiquettes rouges sur le réfrigérateur. Plus d'ordres aboyés. Plus de peur dans ma propre maison.
juste moi et ce que je choisis de garder. La mémoire, la gentillesse et la liberté. Quand l'horloge a sonné 11 heures, j'ai entendu une voiture à la grille. Thomas, ponctuel comme toujours. Je me suis essuyé les mains et j'ai ouvert la porte. Mon fils est entré, apportant l'odeur du vent et un sourire chaleureux. Bœuf bourguignon, je pouvais le sentir depuis le coin de la rue. Il a souri. J'ai ri. Oui? Où est le pain que tu as promis? Il a levé le sac. Juste là, ton préféré. Nous avons mis la table ensemble. J'ai regardé mon fils, les yeux calmes, les épaules droites, un vrai sourire. Il y a 6 mois, je pensais l'avoir perdu pour de bon. Maintenant, j'avais retrouvé mon fils et un ami. Un homme qui connaît la gratitude et sait comment aimer de la bonne manière. En m'asseyant, j'ai dit doucement pour moi-même. « François, tu vois, n'est-ce pas? La maison est de nouveau paisible. Nous sommes tous les deux revenus des vieilles cendres. J'ai servi à Thomas la première louche de bourguignon. La vapeur s'élevant en riche volute. Dehors, le soleil illuminait les rosiers blancs le long du porche. Des fleurs rondes, pures et parfumées. Et à cet instant, j'ai compris que le bonheur ne vient pas de ce à quoi nous nous accrochons, mais de ce que nous osons lâcher pour nous retrouver. Le déjeuner du dimanche ce jour-là a rempli la maison de voix pour la première fois depuis des années. La table en chêne portait une nappe en dentelle blanche et l'odeur du bœuf bourguignon persistait dans l'air. Thomas, Léna, Nora et Madame Fournier. Tout le monde était là, partageant un repas qui semblait ordinaire, mais qui contenait tout un voyage de pardon. Léna a aidé à servir le dessert. Nora a apporté du cidre. Et Thomas s'est affairé à chercher un endroit pour ranger les boîtes en plastique. En me lavant les mains, je l'ai taquiné. « As-tu la moindre idée de combien ces boîtes m'ont torturé autrefois ?» Thomas a ri, a sorti un petit rouleau d'étiquettes de sa poche et a penché la tête. « Oui, c'est pourquoi je suis venu préparer. » Il a collé une étiquette sur une boîte en plastique imprimée avec soin. « Maman, ne pas toucher !» Toute la table a éclaté de rire. Le son a brisé quelque chose de lourd qui pesait sur cette maison depuis si longtemps. Madame Fournier s'est tamponné les yeux, riant et pleurant à la fois. Maintenant, je crois aux miracles. Ils arrivent juste parfois avec 6 mois de retard. Le repas s'est déroulé au fil d'histoires chaleureuses. Thomas a parlé de son nouveau travail, des heures supplémentaires et d'une possible promotion pour superviser l'entrepôt. Léna a dit qu'elle suivait des cours de pâtisserie professionnelle. Nora a parlé de nouvelles familles dans le groupe de soutien. Quand la dernière tasse de tisane a été versée, tout le monde s'est tu pendant quelques secondes. J'ai regardé chaque visage familier, chaque voix, chaque regard, et j'ai réalisé que j'avais traversé la route la plus difficile pour revenir à la chose la plus simple, la paix. J'ai commencé à parler, non pas comme une enseignante, mais comme une compagne de voyage. Je leur ai parlé de ces premières étiquettes sur le réfrigérateur. Des nuits où je les entendais comploter pour me mettre dehors. Et du moment où j'ai appris à être silencieuse, non par peur, mais pour préparer une contre-attaque avec la vérité. Ils ont écouté. Personne n'a interrompu. Je n'ai ni blâmé, ni condamné. J'ai juste dit « Certaines leçons coûtent des larmes et une confiance trahie. Mais ce prix nous apprend ce que nous ne devons jamais perdre, notre dignité. » Thomas, assis à côté de moi, a baissé la tête, puis a discrètement retiré une vieille bague, le vestige d'un mariage brisé. Il l'a posée et l'a remplacée par un petit cordon en cuir et une plaque en métal gravée du mot « respect ». « Maman », a-t-il dit, la voix tendue mais claire. « Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je peux porter ça pour me souvenir que je ne t'ai retrouvé que lorsque j'ai appris le respect. » J'ai touché la petite plaque,
mon cœur tremblant comme si je pouvais entendre François murmurer « La discipline est l'amour, dans sa forme la plus dure. » Je me suis levée, je suis allée au petit placard, je l'ai ouvert, et j'ai sorti la clé USB argentée que j'avais cachée en rassemblant les preuves. Je l'ai tendue à Thomas, ma main stable maintenant. « C'est ce que tu dois comprendre, » ai-je dit, pour ne jamais le répéter. À l'intérieur, il y a tout ce que j'ai enregistré, depuis les jours où tu as oublié qui tu étais, jusqu'au jour où j'ai fait un choix qui nous a permis à tous les deux de survivre. Thomas l'a prise et l'a serrée fort. Il a parlé lentement, sa voix devenant rauque. Tu m'as sauvée en me forçant à y faire face. Personne n'a parlé. J'ai vu les yeux de Léna se remplir de larmes. Nora a hoché doucement la tête et Madame Fournier a pressé un mouchoir contre sa poitrine. Dehors, sur le porche, la lumière du soleil de la Loire inondait les acacias, changeant la couleur des feuilles. Une brise chaude a fait bouger les rideaux de la cuisine. J'ai regardé le jardin lumineux où les rosiers blancs bordaient le chemin. La maison qui avait autrefois emprisonné ma peur était devenue le témoin du courage. Thomas a aidé à débarrasser la table. Léna a fait la vaisselle. Nora a mis du vieux jazz. J'ai entendu le doux ballet de la batterie se mêler au vent, et à cet instant, j'ai su que mon histoire n'est pas seulement une histoire de perte. C'est l'histoire de comment une femme a appris à se tenir droite dans sa propre maison. J'ai fermé mon vieux carnet et j'ai souri, murmurant pour moi-même « La richesse n'est pas dans la maison, elle est dans ce que nous refusons de nous laisser prendre, notre dignité. » Quand tout le monde est parti, Thomas est revenu pour me faire un long câlin. J'apporterai du pain dimanche. Prochain, d'accord? Étiquette-le soigneusement, ai-je dit, et nous avons tous les deux ri. Quand la porte s'est refermée, je suis rentrée et je me suis assise à la table. Il y avait encore une boîte en plastique avec les mots « Maman, ne pas toucher » posée dans la cuisine lumineuse. Je ne l'ai pas décollée. Je l'ai laissée là, comme un rappel que nous ne sommes vraiment libres que lorsque nous protégeons ce qui nous appartient, sans blesser personne. Je me suis assise près de la fenêtre, j'ai regardé le coucher de soleil baigner le mur, et j'ai pensé aux personnes qui entendent cette histoire, peut-être loin, dans une maison silencieuse, où on leur a fait croire qu'elle n'avait aucune valeur. Je veux qu'elles sachent donc que vous pouvez recommencer. Juste une fois, dites « assez » à tout ce qui vous diminue. Si vous avez écouté jusqu'ici, vous connaissez probablement aussi ce sentiment. Si cette histoire vous a touché, dites-moi d'où vous regardez. Partagez le moment où vous avez dit « assez ». Je veux vraiment le lire. Et si vous avez trouvé un peu de force dans ce voyage, s'il vous plaît, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et revenez pour le prochain chapitre. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Parce que parfois, il suffit d'une seule personne qui écoute pour que les gens comme moi, les gens autrefois mis en marge, se sentent un peu moins seuls dans leur propre vie. J'ai éteint les lumières et j'ai laissé la douce lueur du soir se répandre à travers la fenêtre. Dehors, la brise de la Loire s'est de nouveau levée, effleurant les rosiers blancs.